Bonjour. Bonjour. Janine Solotareff, vous êtes à la fois psychologue et écrivain. C'était bien. Vous vous occupez de la psychologie de la motivation et vous êtes vous avez été une des premières analysées de Paul Diel. Oui. Du reste, vous êtes actuellement à son bureau, le bureau sur lequel il a écrit l'essentiel de ses livres. Exactement. Pouvez-vous nous raconter comment se passe une analyse dielienne? Bien sûr. Une analyse dielienne se passe d'habitude en 2 temps. C'est-à-dire la première partie sur les 2 heures qu'en général Diel donnait à ses analysés. La première partie est une exploration, si je peux dire, de ce qui s'est passé dans la semaine précédente sur le plan du caractère, sur le plan des événements, sur le plan de la façon dont on a réagi à ces événements en reconnaissant soit ou ne le reconnaissant pas que les réactions que l'on a eues n'étaient pas justifiées, n'étaient pas justes, n'ouvraient pas sur un processus évolutif en quelque sorte. Donc cette analyse se passe sur un divan et vous êtes assis à côté. Comment Non, il n'y a pas de divan, il y a un face-à-face qui est beaucoup plus invitant à partager en quelque sorte avec l'analyste ce que l'on a envie de voir expliquer et développer. Donc dans la première partie de ce temps réservé à l'analyse, l'analysé expose les difficultés qu'il a eues dans les jours précédents, dans la semaine. Quelquefois, il fait une allusion à son enfance, mais ce n'est absolument pas la base de l'interrogatoire, en quelque sorte, que Paul Diel proposait. Des difficultés dans quel sens, par exemple? Les difficultés... Au travail, en vie de couple... au travail, dans la famille, la difficulté d'entente avec son partenaire, ou les déceptions par rapport à ses enfants et des mauvaises réactions qu'on a pu avoir par rapport à ses enfants, par vexation, qui ne soit pas mieux, qui ne soit pas parfait. C'est une exploration de la vie intime, beaucoup plus que de la vie extérieure, professionnelle. Même quand on explore la vie professionnelle, c'est pour définir les réactions que l'on a eues, bonnes ou mauvaises, ou bonnes et mauvaises. Donc ça, c'est la première partie. Alors la deuxième partie, donc ça, disons, c'est à peu près 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Oui, exactement. Et la deuxième partie, alors? C'est l'analyse des rêves, qui est fondamentale, parce que le rêve dévoile la profondeur de notre extra-conscient, et la méthode de Paul Diel est une méthode scientifique, rigoureuse, permet d'explorer avec une grande certitude la profondeur au fond du psychisme, de ce psychisme-là, mais en même temps, on dirait du psychisme humain, puisqu'il y a des lignes directives dans nos façons à tous de répondre, soit par vexation, soit par prétention, soit par culpabilité, soit par accusation du monde, de la vie, de la famille. Il y a des grandes lignes qu'on retrouve chez chaque individu en vérité. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur le rôle de l'analyste. Vous avez dit que dans la première partie, l'analysé raconte les problèmes qu'il a rencontrés dans la semaine. Est-ce que, récemment,
est-ce que l'analyste, ça c'est l'analysé qui raconte, est-ce que l'analyste intervient? L'analyste écoute, mais quand il a le sentiment, ça dépend, il y a une grande liberté. L'analyste peut intervenir sur le moment, il peut aussi attendre que l'analysé ait exposé en quelque sorte la teneur de sa semaine pour revenir sur certains points, lui montrer qu'il a mal réagi, mais lui montrer pourquoi il a mal réagi et comment il pourrait réagir mieux. Les mauvaises réactions sont toujours dues à la vanité, blessé d'avoir perdu son contrôle ou d'avoir été injuste ou de ne pas avoir réalisé tel ou tel projet qu'on se promettait. C'est toujours la mise à table, autant que possible, de ce que l'analysé a vécu. Mais la véritable mise à table, elle est faite par l'analyste, qui lui comprend et essaye de faire comprendre à l'analysé les faux motifs, c'est-à-dire les mauvaises raisons que l'analysé a eu de répondre de cette façon, de se mettre en colère, de se vexer, et chaque fois éclairant les réactions de l'analysé grâce à la méthode. Ce que dit Laporte, c'est une méthode scientifique rigoureuse, avec des lois. Ça semble invraisemblable, mais pourquoi notre monde intérieur, qui a une telle importance pour notre vie, ne serait-il pas soumis à des lois, puisque autour de nous, le monde physique est soumis à des lois. Nous sommes aussi soumis à des lois. Ça, il faut dire que c'est une révolution dans la proposition, et chacun pense, non, moi je suis indépendant, je répondrai comme j'ai envie, ça n'a rien à voir avec des lois. Or c'est faux. Nous sommes soumis à des lois psychiques. Par exemple, je peux donner un exemple, le processus de l'exaltation crée forcément le processus de l'inhibition. Ce sont deux pôles qui se soutiennent et qui se conjuguent ensemble. Toute exaltation crée nécessairement une inhibition. Et ce sont des lois qui permettent de pouvoir explorer le psychisme de l'autre sans interpréter, mais en expliquant, en quelque sorte, ce qui s'est passé. Quelle loi s'est imposée à l'analyser pour qu'il réponde de telle ou telle façon. Alors, vous parliez donc, ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, c'est la traduction des rêves, ou des rêves. Alors, ces rêves, sont-ils écrits au préalable par l'analysé, et comment sont-ils traduits? Est-ce que c'est la clé des songes? Est-ce que c'est un peu une interprétation sexuelle comme les traductions de Freud? Est-ce que, si vous pouvez nous éclairer un peu sur, d'abord, le matériau en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande à l'analyser? C'est quoi de raconter son rêve? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est oral? En principe, il est écrit pour que l'analyste ait un support qui reste le même à travers toute la traduction du rêve. On parle bien des rêves nocturnes, oui, et non pas des rêvasseries. J'aimerais être le directeur de l'école. Les rêvasseries sont quand même très révélatrices de ce qui se passe dans les profondeurs du psychisme. Effectivement, si on rêve d'être une grande actrice ou un grand quelque chose, c'est révélateur du besoin vaniteux de se mettre en scène et de dépasser tous les autres pour obtenir l'admiration, l'adoration que chacun... Donc ce sont ces rêves-là ou les rêves nocturnes que vous traduisez? Les deux.
tout dépend du déroulement de l'analyse. Si on a beaucoup de temps, on peut partir de rêvasseries qui sont quand même très révélatrices pour arriver à la traduction d'un rêve qui a été écrit, si possible, au réveil, pour que les images restent le plus prégnantes possible. Mais il y a une méthode pour traduire les rêves. Ce n'est pas des impressions ou des... chez Freud, il parle non pas de traduction, mais d'interprétation. Ce ne sont pas des interprétations, ce sont des traductions. C'est un langage, exactement comme un langage étranger, qui a la clé de certains termes, de certains symboles, et qui permettent donc de pénétrer plus avant dans le psychisme de la personne. Du reste, on peut se référer à votre livre sur le symbolisme dans les rêves, oui. Qui est en lien avec le symbolisme dans la mythologie grecque de Paul Diel, je pense. Oui. Et les symboles que Diel a explicités avec beaucoup de cohérence, en quelque sorte, ce n'est pas des interprétations, ce sont des traductions méthodiques, avec la même méthode pour traduire les symboles, les symboles qui sont dans un rêve. Et qui s'appuie aussi beaucoup sur le plan linguistique. Si par exemple je dis... Comme Lacan alors, sur le plan linguistique. Oui, mais Lacan n'a pas de nom. Le plan linguistique, qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis assise, c'est différent si je suis assise sur une chaise ou sur un fauteuil. Et ça permettra certains détails de définir psychologiquement l'état psychique dans lequel je suis, représenté par l'assise dans un fauteuil, qui sera donc plutôt le laisser-aller, la recherche de la facilité. Si au contraire je suis sur une chaise en bois, assise à un bureau, c'est une invite au travail, c'est une image de l'état intérieur du rêveur qui est en état de travail, d'introspection de lui-même. Si je suis couché, c'est vraiment l'abandon de l'activité, le laisser aller. Donc toutes les précisions sur l'état physique du rêveur sont à interpréter comme correspondant à son état psychique. La fréquence de ces analyses, vous avez dit qu'une analyse durait entre 1h30 2 heures à peu près. Et alors la fréquence? La fréquence, au départ, une fois par semaine, est quand même nécessaire. Il peut rapidement devenir tous les 15 jours. Est-ce qu'on ressent rapidement un bien-être, un soulagement? Ça dépend des gens, mais en général, même une première séance donne un soulagement et une ouverture vers une amélioration, dont on comprend qu'il y a là, dans cette méthode, des éléments réellement efficaces. Est-ce que l'analysé a un travail particulier à faire en dehors de l'analyse? S'il peut, au cours d'abord, la première chose, c'est que le matin, il écrive ses rêves, qui sont quand même un document tout à fait, je dirais, honnête, tout à fait sans parti pris. S'il écrit ce qu'il a rêvé. Et d'autre part... Comme travail à faire? Comme travail à faire, c'est d'essayer de percevoir intérieurement les motifs que l'on a pu avoir. Si on a été vexé, on se rappelle qu'on a été vexé quand telle personne nous a dit telle chose, et donc noter finalement cette vexation
en essayant de donner le plus d'explications, si on peut dire, de ce qu'on peut déjà commencer à subodorer dans sa vexation. Paul Diel a écrit plus d'une dizaine de livres décrivant sa méthode. Vous-même, vous avez écrit également plus d'une douzaine de livres, dont la réédition de vos derniers livres vient de démarrer dans la bibliothèque d'analyse dielienne. Est-ce que ces livres peuvent aider également, et doivent-ils être lus ou non pendant qu'on fait une analyse? Ces livres peuvent aider, et il est bon de les lire et de les relire pendant l'analyse, qui permet de poser des questions à l'analyste. Pourquoi Paul Diel dit-il telle chose, et comment faire pour se rappeler de ses rêves, par exemple. Et ça permet d'entrer dans la façon dont la personne qui se met en cause dirige en quelque sorte cette recherche, et de voir si il y a des erreurs dans sa démarche, et d'essayer de rectifier, surtout ne pas tomber dans des culpabilités excessives, même quand on est obligé de reconnaître les faiblesses qu'on a pu avoir, les injustices qu'on a pu avoir, et s'accorder que nous sommes des êtres humains et que nous faisons des erreurs, et que l'analyse dielienne permet de prendre connaissance de ces erreurs, donc de les surmonter en partie sans se culpabiliser d'une façon trop grande, ce qui enlève l'énergie, ce qui enlève les forces, ce qui enlève l'envie de pénétrer dans son monde intérieur. Bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup, et on peut retrouver donc vos livres dans les éditions MASK, diffusées par Hachette, et aussi bien que chez Payot, dans lequel on trouve toute la série des livres de Paul Diel, et une grande partie de vos livres également, dont un qui a été écrit en collaboration avec Paul Diel. Merci, Janine Selotaf.